Bonjour à toutes et à tous. Merci au CARIFOREF qui organise aujourd'hui cette journée avec l'aide en effet de notre direction et de l'équipe de l'ADAN que je remercie également. Et puis merci à la préfecture de région Normandie et en particulier à Fabrice Roset qui a la gentillesse d'être avec nous ce matin et de nous accueillir dans cet amphithéâtre. Alors, Fabrice Roset a déjà largement rappelé les enjeux de la maîtrise de la langue et de l'apprentissage de la langue. Vous le savez, cette mission d'apprentissage de la langue est une mission essentielle du ministère de l'Intégration. Ça n'a pas toujours été lui qui était en charge de cette problématique, mais on a joint les sujets immigration et intégration, à mon avis, à juste titre, au sein du portefeuille du ministre de l'Intérieur, qui est donc en charge, au travers de notre direction, de l'intégration et en particulier de l'intégration par la langue. La langue, Fabrice l'a rappelé, est un enjeu d'intégration sociale, est un enjeu donc de cohésion sociale. J'aime bien insister avec lui sur ce point. C'est la langue française qui permet d'échanger, de créer des liens de solidarité, de nouer des relations sociales, tout simplement d'accéder à ses droits, de suivre la scolarité de ses enfants. On a l'occasion d'en parler avec les OEPRE. Et plus largement, c'est la langue qui permet d'accéder à la culture du pays d'accueil. Mais au-delà de l'intégration sociale, la langue est aussi un enjeu d'intégration professionnelle. On le sait bien tous. La maîtrise de la langue est un préalable bien souvent à l'accès à l'emploi ou au maintien dans l'emploi, mais également pour l'accès à la formation et donc à l'acquisition de nouveaux savoirs qui permettent de progresser. Et la non-maîtrise de la langue est bien souvent dans le processus d'immigration une cause de déclassement, c'est-à-dire que non seulement les non-diplômés, mais également des gens très diplômés ne peuvent pas accéder à un emploi correspondant à leur qualification s'ils ne maîtrisent pas la langue française, et on comprend parfaitement pourquoi. La langue française, un enjeu d'intégration, mais c'est aussi, cela se traduit aussi d'un point de vue administratif pour l'accès au titre de séjour et l'accès à la nationalité française. Depuis 2018, en vertu de la loi du 7 mars 2016, l'assiduité aux formations linguistiques de niveau A1 est requise pour bénéficier d'un titre de séjour pluriannuel. Un peu plus loin, un peu plus tard, l'accès au niveau A2, la justification cette fois du niveau A2 de notre langue est nécessaire pour bénéficier d'une carte de résident. Alors, ça ne vaut pas pour les réfugiés, mais ça vaut pour les bénéficiaires d'une protection internationale, mais ça vaut pour les autres étrangers. Donc, on voit bien comment l'État a vraiment souhaité donner une impulsion très forte sur maîtrise de la langue. Il y a un souci. J'ai fait des bêtises. Non, c'est bon. Voilà. Donc, on voit bien comment l'État a souhaité mettre l'accent sur la maîtrise de la langue pour consolider, on va dire, le séjour en France. Et puis, vous le savez sans doute, le niveau B1 est requis pour l'accès à la nationalité française. Aujourd'hui, c'est le niveau B1 écrit, oral, pardon, et dès l'année prochaine, ce sera également le B1 écrit qui sera requis pour accéder à la nationalité française. Donc l'apprentissage de la langue pour les primo-arrivants est assuré par l'État et plus particulièrement par le biais de son opérateur LOFI qui procède à des marchés publics pour procéder à ces apprentissages. Donc les personnes, vous le savez, subissent un texte, enfin
ont un test de niveau de langue, et puis pour tous ceux qui n'ont pas atteint d'ores et déjà le niveau A1 de notre langue, eh bien ils suivent des cours dont en effet le nombre d'heures a été doublé et plus, puisqu'on peut aller maintenant jusqu'à 600 heures pour les non-lecteurs, non-scripteurs dans leur langue d'origine, et ce donc depuis le mois de mars de cette année. Ce sont à peu près 50% de nos primo-arrivants qui suivent ces cours de langue. Les autres bénéficient déjà d'un niveau A1 ou supérieur dans notre langue en arrivant sur notre sol. Et puis on dispense également des cours de A2 et B1 de manière un peu contingentée, mais dont contre-intuitivement aujourd'hui tous les crédits ne sont pas consommés. Toutes ces formations qui sont donc, on va dire, pilotées depuis le niveau national sont complétées par des formations plus locales qui sont financées par les préfets sur les crédits déconcentrés du programme 104 de l'action 12, donc les crédits que nous mettons à disposition, nous au ministère de l'Intérieur, à disposition des préfets, et en particulier des cours de formation linguistique à visée professionnelle, mais pas seulement, peuvent être diligentés dans les territoires. Donc, je peux donner l'impression, au travers de ce que je dis là, que le français pour les étrangers, c'est réservé au ministère de l'Intérieur. Mais si on retourne un tout petit peu en arrière, d'abord, le niveau A1 n'est requis que depuis 2016. Avant 2016, on était sur un niveau A1.1, donc le premier niveau, la première marche du niveau A1. Et ce depuis 2006. Donc on a tout un ensemble d'étrangers présents sur notre sol depuis longtemps, avant 2006 ou depuis 2006 enfin entre 2006 et 2016, qui n'ont pas forcément acquis ce niveau A1, qui éventuellement l'ont acquis mais ont pu le perdre à défaut d'être sollicités dans notre langue, en n'étant pas dans un environnement francophone. Et puis on a aussi un certain nombre d'étrangers qui bénéficiaient du niveau A1, éventuellement l'ont toujours, mais n'ont pas forcément la maîtrise de l'écrit. On a notamment un certain nombre de pays francophones où les gens parlent notre langue, mais sans forcément en avoir la capacité d'écrire dans notre langue. Donc on n'est pas les seuls au ministère de l'Intérieur à se rendre compte, à former les étrangers à la langue française. On voit bien dans tous les territoires, et Pôle emploi, et le PIC, et les conseils régionaux, et certaines villes ou certaines métropoles, la politique de la ville également s'efforcer depuis plusieurs années de prendre en compte cette formation à la langue française des étrangers, et on voit naître donc sur les territoires, aux côtés des cours de l'OFI, et en espérant qu'il n'y ait pas une concurrence avec nos formations, on voit naître, et on a vu naître depuis plusieurs années, plus ou moins un foisonnement de formations selon la densité des territoires. D'où l'opportunité d'une cartographie, une cartographie qui permette de répertorier cette offre sur un territoire donné. Donc cette cartographie qui répertorie les formations diligentées depuis le national, donc avec l'OFI, mais également de s'efforcer de répertorier toutes les formations qui sont offertes au niveau local par tous les acteurs que j'ai cités, conseils régionaux, métropoles, Pôle emploi, associations éventuellement, financées ou pas au titre de la politique de la ville. Et cette cartographie, donc, comme l'a rappelé Luc Chevalier, c'est construite de manière progressive. C'était en effet le souhait de notre direction que de la voir naître pour donner une image aussi claire que possible de ce qui existe dans nos territoires. Donc aujourd'hui, cette cartographie est généralisée, elle est aussi géolocalisée, d'où en effet cet intérêt primordial qui est également la territorialisation.
Et donc l'objectif est bien que tous les financeurs puissent s'approprier cette cartographie, répertorier leur formation de façon à ce qu'elle soit exhaustive, en tout cas le plus proche possible de l'exhaustivité. On a également référencé les centres de certification, ça c'est le complément très utile à la formation, c'est de pouvoir cartographier les centres de certification, c'est maintenant chose faite. Alors cet outil existe, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour qu'il continue d'exister, il va falloir le mettre à jour, donc il faut vraiment qu'il soit approprié par tout un chacun, par nous tous ici présents et tous ceux que nous représentons ce matin. Il faut qu'il soit approprié notamment par les financeurs. Pour être approprié par les financeurs et par les organisateurs de formation, il faut qu'il soit approprié aussi par les utilisateurs. Donc on voit bien qu'on est là dans un cercle, non pas vicieux, mais un cercle vertueux. Cet outil donc, qui s'adresse aux prescripteurs, aux orienteurs, doit être bien connu d'eux pour être approprié. Il doit être également connu des employeurs, idéalement, puisque nos entreprises sont également confrontées aux difficultés d'accès à la langue française ou à l'écrit, et donc confrontées au problème de cette compétence clé qui est la connaissance de la langue française. Je pense aussi à l'illettrisme, même si c'est pas le sujet aujourd'hui. Cet outil, c'est aussi, un prétexte pour que les gens se rencontrent, pour que les gens forment réseau sur un territoire donné et pour qu'ils regardent non pas seulement ce qui existe, mais ce qui pourrait, ce qui devrait exister dans la complémentarité les uns des autres. C'est-à-dire que la cartographie, c'est pas juste une photographie, c'est vraiment la nécessité pour les uns et les autres de faire réseau pour organiser la complémentarité réelle des formations plutôt que la concurrence et pour permettre la progression et la construction de parcours. Cette complémentarité, et je terminerai là-dessus, elle est également nécessaire pour les financeurs qui, à mon avis, pourraient la susciter. Les financeurs ont besoin de savoir que leurs fonds publics sont utiles. Ils ont besoin de connaître, ils ont besoin d'avoir l'efficacité de leurs fonds publics. Et si les acteurs s'organisent pour organiser la complémentarité entre leur formation, alors les financeurs seront d'autant plus enclins, en tout cas je le souhaite, à financer un panel de formations qui permettra donc la continuité de l'ensemble des parcours pour accéder, pour permettre à nos étrangers d'accéder à la langue française. Voilà, en tout cas merci de toute l'énergie que vous mettez les uns et les autres au quotidien pour nourrir cette cartographie, pour l'utiliser et demain pour vous servir de cette cartographie pour vous rencontrer et organiser cette indispensable complémentarité entre vous tous, indispensable pour la construction des parcours de nos étrangers et indispensable également pour un bon usage de nos fonds publics. Merci.